L'histoire commence lors d'une nuit pluvieuse, où un homme inflige une raclée à une petite fille nommée Suzune, sous les yeux d'un jeune garçon paralysé par la peur. Après cela, l'homme emmène la fillette et l'enferme dans une pièce. Un peu plus tard, le garçon, nommé Junta, court à la recherche de Suzune, mais en ouvrant la porte, il découvre qu'elle n'est plus là. Désespéré, il part à sa recherche et, en la trouvant, s'excuse auprès d'elle, regrettant de ne pas avoir agi plus tôt. C'est alors que l'on remarque que la fillette a un œil rouge bandé. Elle lui conseille de l'oublier et de rentrer chez lui. Cependant, Junta la prend par la main et décide de fuir avec elle. Il trouve refuge dans un temple en ruine, mais le froid est insoutenable. Heureusement, un homme errant les découvre. Voyant qu'ils sont seuls, il décide de les emmener avec lui. Le lendemain, lorsque Junta se réveille, ils arrivent dans un village construit pour abriter des forgerons, réputés pour manier d'énormes soufflets afin de forger des katanas. À leur arrivée chez l'homme, ils sont accueillis par sa fille, qui lui demande qui sont ses enfants. Son père lui répond qu'ils ont besoin d'un endroit où rester et qu'ils vivront désormais avec eux. La fillette est ravie à l'idée qu'il fasse partie de sa famille. Elle se présente à Junta sous le nom de Shirayuki et lui propose d'être amie. Suzune, quant à elle, est plus réservée, mais finit par se présenter également. La nuit tombée, Junta, incapable de dormir, interroge l'homme, Motoharu, lui demandant s'il est un samouraï. Celui-ci lui répond qu'il est en réalité un sentinelle chargé de protéger des personnes et des objets importants. Le temps passe, et les enfants deviennent amis, appréciant leur nouvelle vie. Un jour, après avoir joué et dit au revoir à leur ami Chitose, Junta interroge Shirayuki sur sa mère, Yokaze, sachant qu'elle les a aidés à obtenir l'autorisation de vivre dans le village de Kadono. Shirayuki lui explique que sa mère passe son temps au temple, car elle est une Itsukihime, aussi appelée prêtresse du dieu du feu. Seul le chef du village et son père ont le droit de la voir, car les règles interdisent aux Itsukihime d'interagir avec les gens ordinaires, de peur que cela ne contamine leur pouvoir sacré. Cela fait de nombreuses années qu'elle ne l'a pas vue. Le temps s'écoule encore, et Junta commence un entraînement avec Motoharu. Pourtant, il a l'impression de ne faire aucun progrès. Motoharu lui attrape la tête et lui explique que, même s'il a l'impression de ne pas avancer, rien n'est éternel et qu'il change peu à peu. Il l'encourage en affirmant qu'avec le temps, il deviendra plus fort. Motoharu part ensuite accomplir ses devoirs. Shirayuki tente de remonter le moral de Junta. Peu après, Suzune les rejoint et leur annonce qu'il est temps de prendre le petit déjeuner. Les années passent. Désormais adulte, Junta, au temple, annonce qu'il a vaincu un démon qui avait utilisé une peau humaine pour infiltrer la ville. Les démons apparaissent de plus en plus fréquemment. Un ancien suppose qu'il cherche peut-être à dévorer le foie de la princesse, comme le suggèrent les légendes. Cependant, la prêtresse évoque une autre possibilité, les démons pourraient vouloir s'emparer de l'épée sacrée Yare, qui semble avoir une immense valeur pour eux. C'est alors qu'un sentinelle du nom de Kiyomasa leur dit de ne pas s'inquiéter, car l'actuelle Itsukihime est puissante, bien qu'un individu sans talent soit parmi eux. Junta lui demande s'il a un problème avec lui, mais avant qu'une dispute n'éclate, la prêtresse intervient, rappelant que l'endroit est sacré et doit être respecté. Kiyomasa se fait réprimander et finit par s'excuser. Une fois la réunion terminée, tout le monde part, sauf Junta, qui reste sur place. On découvre alors que la prêtresse actuelle n'est autre que Shirayuki. Elle lui demande de l'appeler par son prénom lorsqu'ils sont seuls, mais Junta lui répond que son rôle mérite le respect. Pourtant, en voyant sa tristesse, il finit par céder et l'appelle par son prénom, ce qui la réjouit. Elle lui annonce que Suzune est ici. Lorsqu'il va la voir, il constate que, malgré les années passées, elle a toujours l'apparence d'une enfant. Shirayuki explique à Junta qu'il ne doit pas se fâcher contre Suzune pour s'être introduite ici. Elle n'en pouvait plus d'attendre son retour à la maison et a décidé de venir l'attendre au sanctuaire. Junta la réveille, et après qu'elle lui ait souhaité la bienvenue, il lui rappelle que cet endroit est interdit. Fâché, Suzune lui demande pourquoi lui a le droit d'y aller et pas elle. Junta lui répond que ce sont les règles et qu'elle doit les respecter. Mais alors qu'ils discutent, il sent une présence et ordonne à Suzune de se taire. Si quelqu'un découvrait qu'elle est entrée clandestinement dans le sanctuaire, elle risquerait d'être exécutée pour blasphème. Aussitôt, Suzune s'enfuit pour se cacher. Peu après, un ancien arrive au sanctuaire, attendant une réponse concernant la proposition qu'il avait faite auparavant. Shirayuki lui permet d'entrer, et en entrant, elle demande à Junta de lui accorder quelques minutes, bien que Junta lui réponde que son devoir est de rester aux côtés de la princesse. Cependant, Shirayuki lui assure qu'il n'y a pas de problème et, avant de partir, elle lui dit que la sécurité de Kadono est entre ses mains et espère qu'il continuera à être son défenseur fidèle. Après cela, nous retournons dans le passé, où les garçons assistent aux funérailles de la mère de Shirayuki. À la tombée de la nuit, celle-ci lui fait savoir qu'elle veut maintenant devenir Itsukihime, car elle aime le village pour lequel sa mère a donné sa vie, et elle veut l'aider à rester fort. Malheureusement, cela signifie qu'elle ne pourra plus le revoir, bien que Junta lui fasse comprendre qu'il viendra simplement jusqu'à elle. Et bien qu'il ne possède pas encore les capacités nécessaires, il deviendra plus fort. Suivant les traces de Motoharu,
Il s'entraînera pour pouvoir vaincre n'importe quel démon et ainsi devenir le sentinelle du village et la revoir. Shirayuki est ému. De retour au présent, lorsque Junta sort du sanctuaire, nous voyons deux démons ravis, car tout se passe à merveille. Le lendemain, Junta médite, car on lui a dit qu'on n'aurait pas besoin de lui au sanctuaire avant l'après-midi. Suzune, ravi, saute pour l'enlacer, mais en la voyant, il lui dit que son bandage est desserré. Ils sont très heureux d'avoir enfin trouvé le bonheur. Soudainement, Shirayuki arrive à la maison et leur annonce qu'elle a obtenu l'approbation du chef et peut maintenant se promener, mais seulement pour cette journée. Ils décident de prendre le petit déjeuner tous ensemble, comme dans le bon vieux temps, et les filles en profitent pour taquiner Junta. À la fin du repas, Suzune lui fait savoir qu'elle est très contente de sortir avec la princesse et que son bonheur est aussi le sien. Junta lui ébouriffe les cheveux et lui demande de veiller sur la maison. Cependant, une fois qu'ils partent, Suzune passe de la joie à serrer les poings. Pendant ce temps, Shirayuki et Junta se promènent en ville, où tout le monde est surpris de voir le bizarre accompagné d'une belle femme. En arrivant chez Chitose, Junta passe sa commande, mais Shirayuki semble triste, car Chitose ne la reconnaît pas. Junta lui dit que c'est normal, puisqu'elle ne l'a pas vu depuis des années. Ensuite, Chitose lui remet sa commande ainsi que son plat préféré. Bien qu'un peu nerveuse, Junta avoue à Shirayuki que beaucoup de choses ont changé entre eux, car il ne joue plus le rôle de grand frère, mais celui du sentinelle du village. Tous deux comprennent et espèrent pouvoir faire de leur mieux pour protéger chacun leur propre devoir. Au coucher du soleil, alors qu'ils sont près de la rivière, Junta lui demande si elle est satisfaite, ce à quoi elle répond qu'en réalité, elle voulait juste qu'il puisse parler à cet endroit, car c'est là que tout a commencé pour elle. Elle révèle alors à Junta qu'elle va se marier avec Kiyomasa, car le chef du village l'a sermonné la veille. Puisque les démons la recherchent, elle devrait avoir un successeur avant de finir comme sa mère. Et comme Kiyomasa est un sentinelle né à Kadono, il deviendra éventuellement le chef du village, ce qui bénéficiera à tous. Junta est surpris par cette révélation. Shirayuki ajoute qu'elle accepte cette décision en tant que prêtresse, mais qu'en tant que Shirayuki, elle lui avoue qu'elle l'aime. Elle révèle qu'elle était prête à partir et à commencer une nouvelle vie avec lui ailleurs, mais elle savait qu'il ne ferait jamais ce choix. Junta lui répond qu'elle a raison. Un peu triste, elle lui demande alors s'il n'est pas amoureux d'elle. Junta répond qu'il a fait le serment de protéger Byakuya, et non Shirayuki. Il a travaillé sans relâche, apprenant à manier l'épée quand il était jeune, parce qu'elle avait courageusement pris le manteau d'Itsukihime et qu'il la respectait pour cela. Alors, s'il décidait maintenant de s'enfuir avec elle, tout son entraînement aurait été vain et une insulte à ce qu'elle représente. Shirayuki comprend, car ils sont très semblables, ils ne peuvent s'empêcher de donner la priorité à la façon dont ils vivent leur vie plutôt qu'à la personne avec qui ils la vivent. Ils doivent donc chacun poursuivre leurs devoirs, même s'ils ne peuvent pas être ensemble. Pendant ce temps, à la maison, Suzune semble anxieuse. Plus tard, au temple, on rapporte que deux démons ont été aperçus rôdant dans la forêt. Kiyomasa restera à Kadono pour protéger le village, tandis que Junta devra pénétrer dans la forêt pour remplir son devoir de sentinelle. Il accepte sa mission, mais en sortant du temple, il est confronté par Kiyomasa, qui lui demande pourquoi il reste silencieux alors qu'il a appris la nouvelle concernant Byakuya. Il sait que Junta était aussi amoureux d'elle, mais celui-ci répond qu'il ne pense qu'au bonheur de la princesse et au bien du village. Cependant, Kiyomasa ne comprend pas comment il peut accepter cela aussi facilement, alors qu'il sait qu'il est amoureux de Shirayuki. D'un autre côté, Suzune reçoit la visite d'un des démons, tandis que Junta est attaqué par l'autre. Il parvient à lui trancher le bras, mais le démon rit, affirmant qu'il savait que ce serait amusant. Il rappelle que leur espèce peut vivre des siècles, alors que les humains ne vivent qu'une fraction de ce temps. Pourquoi s'obstine-t-il donc à manier cette épée, défiant la nature pour accumuler du pouvoir? Le démon lui demande dans quel but il fait tout cela. Junta lui répond qu'il le fait pour trancher ceux qui menacent les êtres qu'il doit protéger. D'autre part, le démon demande à Suzune si elle sait ce que c'est, et effrayée, elle lui répond que c'est un démon, bien que le démon lui mentionne qu'elle en est également un. Cependant, Suzune refuse, car elle est humaine. À ce moment-là, le démon remarque que Suzune s'accroche à l'amour de son frère, et c'est ce qui la pousse à essayer de devenir humaine. Il remarque que cette personne doit être très loyale envers elle, et Suzune, émue, lui avoue que son frère est tout pour elle. Le démon lui avertit que quelqu'un tente de faire du mal à son frère, ce qui serait une aide précieuse si elle l'accompagnait. Il lui promet qu'il ne lui fera pas de mal. Cependant, Suzune refuse, car même s'il promet de ne pas lui faire de mal, rien ne garantit qu'il ne fera pas de mal à son frère. Le démon pose alors sa main sur son front et lui dit que cela l'aidera à mieux comprendre la situation. La petite voix Shirayuki se donnait à Kiyomasa et, ne pouvant le supporter, elle commence à vomir. Elle lui demande si cela était réel, et le démon lui répond que son pouvoir est la clairvoyance et qu'il peut lui montrer quelques fragments de l'avenir. Et si elle ne le croit pas, elle peut le suivre pour le voir de ses propres yeux. Suzune finit par céder et se retrouve entre les mains du démon. Pendant ce temps, dans la forêt, lors de son affrontement, Junta demande au démon pourquoi ils sont si déterminés à faire du mal aux humains. Ce dernier répond que c'est pour ce qu'il est.
Bien que les démons ne tuent pas les humains par nature, ils existent simplement pour accomplir un but spécifique, et le sien se trouve ici. Jinta lui demande s'il ne peut pas exercer un contrôle, et le démon répond que, sinon, on ne les appellerait pas des démons. Décidé et sans pitié, Jinta choisit d'en finir avec ce démon, bien que ce dernier utilise son pouvoir d'assimilation pour augmenter sa force. Ayant dévoré d'autres démons auparavant, ils s'affrontent violemment, où Jinta perd son bras. Mais avant d'être envoyé dans l'au-delà, il prend la pointe de son épée brisée et poignarde le cœur du démon. Cependant, avant de mourir, ce dernier avertit Jinta qu'il a pu accomplir son but, car l'autre démon avec lequel il travaillait a déjà vu très loin dans le futur, exactement 170 ans plus tard, au moment où une divinité maléfique fera son apparition. Jinta se demande de quel démon il parle, mais se souvient alors de Suzune. Il est inquiet. Cependant, avant de mourir de manière désespérée, le démon utilise son bras amputé pour saisir la tête de Jinta et lui dit qu'il va lui offrir un cadeau d'adieu. Pendant ce temps, Kiyomasa tente d'approcher Shirayuki, mais elle l'arrête, lui disant qu'il devrait au moins attendre de savoir si Jinta est en sécurité. Il lui répond que c'est le meilleur moment, et si la chance leur sourit, cette nuit suffira. Où veux-tu que je continue à attendre? La décision te revient, dit-il, et à ce moment-là, Shirayuki se souvient de la promesse que lui avait faite Jinta, ce qui lui permet de comprendre qu'elle a également fait un serment pour protéger Kadono. Elle se prépare à offrir une nuit de passion à Kiyomasa, tandis que lui pense que tant elle que Jinta sont fous. Cependant, ils sont interrompus par le démon, qui dit à Suzune que, comme elle peut le voir, ce n'était pas une illusion. Suzune est choquée et lui demande ce qu'elle est en train de faire, tandis que, de son côté, Jinta récupère son bras et remarque que le corps du démon a disparu. Mais maintenant, ce qui est le plus important, c'est d'aller auprès de Suzune. Malheureusement, en voyant le village, il constate qu'il est en flammes. De son côté, Suzune demande à Shirayuki de lui expliquer ce qu'il est en train de faire et pourquoi il a tant souffert tout ce temps, peu importe combien cela a déchiré son cœur. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle et Jinta soient ensemble, car il savait que cela les rendrait heureux. Le voir s'approcher d'une autre personne aurait été insupportable, c'est pourquoi il a accepté que ce soit elle. Mais malgré tout ce qu'il a fait, maintenant elle est avec un autre homme. Shirayuki comprend que Suzune n'a jamais laissé son corps ni son esprit se développer, afin de pouvoir continuer à être la petite sœur de Jinta. Malheureusement, maintenant, elle doit vivre en tant qu'Itsukihime pour préserver l'héritage de Kadono. De plus, c'est la seule façon pour elle de rendre à Jinta l'amour qu'il lui a donné. Suzune lui demande si elle parle sérieusement. Elle a pris tout ce qu'elle a toujours voulu, et maintenant elle va tout jeter pour des inconnus. En colère, elle lui demande comment elle osait finir par enlever son bandage. Elle commence à rire comme une psychopathe, lui demandant si cela l'amuse de la faire passer pour une idiote. Shirayuki lui demande de s'arrêter, mais Suzune lui ordonne de se taire. Le démon lui dit qu'elle avait raison, la princesse de cet endroit ne vaut pas la peine d'être sauvée. Son cher frère risque sa vie pour elle, tandis qu'elle lui plante un couteau dans le dos. Elle lui demande si cela ne la met pas en colère de voir son frère se blesser à cause de cette vile femme. Shirayuki lui demande de ne pas l'écouter, mais le démon demande à Suzune ce qu'elle pourrait faire pour aider son frère, suggérant que le mieux serait que cette princesse stupide meure. À ce moment-là, des ombres envahissent tout l'endroit, et Suzune devient beaucoup plus grande, lui disant à Shirayuki que maintenant, la meilleure chose qu'elle puisse faire est de mourir. Kiyomasa prend son épée, mais la démoniaque le pousse, lui disant que c'est juste un combat pour les femmes. Elle lance ensuite l'épée à Suzune et lui dit que la princesse mourra sûrement heureuse, sachant qu'elle a été tuée par la même épée que son peuple vénère. Avant de partir, elle prend le corps de Kiyomasa et dit à Suzune de s'amuser pendant qu'elle dégaina son épée pour lui prendre la vie. À ce moment-là, Jinta arrive et Shirayuki court vers lui, mais finit par perdre sa tête entre ses bras. Suzune se réjouit en voyant qu'il va bien, puis commence à jouer avec le cadavre de Shirayuki sous le regard stupéfait de Jinta. En colère, il se jette sur elle. Cependant, Suzune lui demande ce qui ne va pas. Jinta, surpris, lui demande si c'est vraiment elle, et elle répond que c'est évident. Elle lui demande pourquoi il a l'air aussi triste, alors qu'elle vient de tuer la princesse pour lui. Au lieu d'être triste, il devrait sourire. Mais Jinta lui demande comment cela peut-il avoir du sens. Suzune explique que cette traîtresse voulait se marier avec un autre homme et a menti sur le fait d'être amoureuse de lui, alors il n'y a pas de raison qu'il soit triste. Ou est-ce qu'il l'aime encore, malgré le fait qu'elle lui ait poignardé le dos? Elle lui dit qu'il devrait mieux rentrer chez lui, car elle est épuisée. Cependant, Jinta lui demande comment elle a pu trahir toutes les bonnes personnes de Kadono, qui les ont élevés comme leurs propres enfants, causant des désastres et laissant le village en ruine. Et tout ce qu'elle peut dire, c'est qu'elle est fatiguée. Jinta pense que la Suzune qu'il connaissait a disparu depuis longtemps et se jette sur elle. Suzune lui demande d'arrêter, mais quand Jinta brise son épée, le pouvoir démoniaque en lui commence à affluer. Son bras se transforme et ses yeux deviennent ceux d'un démon. Suzune lui demande d'arrêter, mais il lui ordonne de se taire. La petite, qui n'est plus si petite, est déçue et lui demande s'il va l'abandonner comme tout le monde, parce que si c'est le cas, elle n'a plus besoin de lui et en a assez d'avoir foi en lui.
En colère, elle le frappe pour lui dire toutes ses frustrations. Mais Jinta lui ordonne de se taire, ce qui la fait s'arrêter. Frustrée, elle attaque pour le tuer, mais en tentant de retirer son bras de son corps, elle ne parvient pas à le faire. Jinta se prépare à lui infliger un coup fatal. C'est alors que Suzune se souvient que Jinta ne lui avait jamais fait de mal, et même s'il était en colère, il ne lui ferait jamais de mal. Mais cette fois, c'est différent, et il la jette contre le mur. Cependant, en la voyant se relever, il se jette de nouveau sur elle pour en finir. Mais c'est à ce moment-là que la démoniaque intervient et prend l'attaque, demandant à Suzune de quitter les lieux. Suzune part, mais avant de quitter le temple, elle déclare qu'elle déteste désormais tout et commencera à détruire des personnes, des nations et chaque dernière chose qui existe dans ce monde. Elle dit que c'est mieux qu'on se souvienne d'elle, car peu importe le temps qui passe, elle reviendra lui rendre une dernière visite avant la fin. La démoniaque commence à rire, car elle a enfin accompli son objectif et révèle à Jinta que les démons ne pourront pas suivre le rythme de l'évolution rapide des temps. Elle a vu un futur où l'obscurité sera illuminée par la lumière créée par l'homme. Dans ce futur, les démons ne seront plus que des mythes des temps anciens. Mais maintenant qu'elle a accompli son objectif, elle peut mourir heureuse, car elle a assuré un avenir à ses frères. Après la disparition du démon, Jinta prend le corps de Shirayuki et se lamente de ne pas avoir pu la protéger. Le lendemain, les habitants commencent la reconstruction du village. Pendant ce temps, Jinta se souvient de son enfance dans cet endroit. Cependant, en sortant de chez lui et en voyant le chef du village, il lui annonce qu'il va quitter Kadono pour s'entraîner depuis zéro et se préparer à affronter le dieu démon qui déchaînera sa colère sur toute la terre. Il doit terminer cela d'une manière ou d'une autre. Le chef du village lui demande s'il va céder à la haine et tuer sa propre sœur. Il lui demande s'il est sûr de cela, car il doute que ce soit ce que son cœur désire. Il répond que Suzune est sa sœur, mais qu'il a aussi aimé Shirayuki, et il ne peut pas s'empêcher de haïr sa meurtrière. Il est actuellement consumé par une malice qui l'incite à tuer Suzune. Cependant, il admet que s'il est possible, il espère trouver une solution pacifique. Le chef du village lui confesse qu'il pensait que, lorsqu'il serait devenu démon, il ne se soucierait que du massacre. Mais en voyant qu'il restait encore un peu de décence en lui, il finit par remettre Yare à Jinta. Lorsque celui-ci dégaine l'épée, le chef du village lui dit que désormais, il est le propriétaire de Yare, ce qui signifie que selon la tradition, il doit ajouter le kanji de nuit à son nom et qu'à partir de ce moment, il sera connu sous le nom de Jinya. Maintenant que le ligné des Itsukihime est éteinte, cette épée ne ferait qu'accumuler de la poussière dans le sanctuaire, il est donc préférable qu'elle soit entre ses mains. Ensuite, il s'agenouille et lui présente ses excuses, car il était bien conscient de tout l'amour qu'il y avait entre lui et la princesse. Bien qu'il sache aussi que Kiyomasa avait des sentiments pour elle, et bien que l'on disait que cela se faisait pour le bien de Kadono, en réalité, il imposa ce mariage uniquement parce qu'il voulait que son fils soit heureux, et ainsi, toute cette tragédie repose sur ses épaules. Jinta le prend par l'épaule et continue son chemin, non sans rappeler les paroles du vieil homme qui lui avait dit que, puisqu'il avait l'intention de revenir à Kadono dans quelques années, le moins qu'il puisse faire est de construire un temple en son honneur. De son côté, Jinta est arrêté avant de partir par Chitose, qui lui crie qu'à ses yeux, il est la même personne qu'il a toujours été. Jinta, ou plutôt Jinya, lui demande de lui garder un peu de mochi aux algues pour son retour. En commençant son voyage, il comprend pourquoi le démon qu'il a tué se sentait si satisfait lorsqu'il a dit qu'il avait accompli son but. 170 ans passent en un clin d'œil, et maintenant Jinta se retrouve 170 ans dans le futur. Vers les années 1850, Jinta, désormais connu sous le nom de Jinya, s'était forgé une excellente réputation en tant que chasseur de démons. Un jour, il est convoqué par un homme riche pour une mission spéciale. L'homme le présente à son assistant, Zenji, et lui dit qu'il pourra s'adresser à Zenji pour obtenir tous les détails supplémentaires. Puis, il quitte la pièce. Zenji salue Jinya et lui demande ce qu'il sait déjà. L'homme lui a parlé de sa fille adorée, Natsu, et du démon qui rôde récemment autour d'elle. Il veut que Jinya la protège. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En réalité, Jinya va devoir agir comme garde du corps pour Natsu, car depuis ses 13 ans, elle affirme entendre un démon rôder devant sa chambre. La créature répète sans cesse « Rends-moi ma fille ». Natsu est terrifiée à l'idée d'être enlevée. À ce moment-là, Natsu fait irruption dans la pièce, à la recherche de Zenji. Elle aperçoit Jinya assis là et devine qu'il s'agit du garde du corps engagé par son père. Mais lorsqu'il tente de se présenter, elle le coupe net. Elle ne veut rien avoir à faire avec lui et l'accuse d'être un escroc qui prétend être chasseur de démons. Zenji tente de la convaincre que Jinya est bel et bien un authentique chasseur de démons, que son père l'a trouvé après de longues recherches. Mais Natsu refuse d'écouter et ordonne à Zenji de le chasser. Cette nuit-là, Natsu reste éveillée, toujours terrifiée à l'idée que le démon revienne. Zenji s'installe devant sa porte pour la rassurer. Jinya aurait probablement été plus utile, mais comme Natsu l'a renvoyé, Zenji n'a pas d'autre choix que de prendre sa place. Il n'est pas certain de pouvoir affronter un démon, mais il promet de monter la garde jusqu'au matin, juste pour qu'elle puisse dormir. Natsu apprécie le geste,
mais elle est déçue que Zenji ne croit pas vraiment à l'existence du démon. Son père non plus d'ailleurs, sinon pourquoi aurait-il engagé un samouraï douteux pour cette tâche? Zenji n'est pas sûr que le père de Natsu croit au démon, mais il est certain d'une chose, il prend tout cela au sérieux. Il tient sincèrement à Natsu, même si elle n'est pas sa fille biologique. C'est alors que Natsu entend de nouveau la voix du démon. Un frisson la traverse. Elle supplie Zenji de faire quelque chose, mais lui aussi est mort de peur. Lorsqu'il aperçoit la créature, il dit à Natsu de rester dans sa chambre pendant qu'il s'en occupe, sans avoir la moindre idée de comment il va la combattre. Juste avant que le démon ne le touche, un bras est brusquement tranché, Jinya vient d'arriver. Il demande au démon de décliner son identité, mais n'obtenant aucune réponse, il le tranche en deux d'un seul coup d'épée. Le démon s'effondre et se dissout en une fumée noire. Zenji et Natsu sont sauvés pour l'instant. Natsu reconnaît Jinya, c'est bien le samouraï qu'elle avait mis à la porte plus tôt. Il se tourne vers elle et lui demande si elle pense toujours qu'il est un imposteur. Natsu lui demande alors si le démon est mort. Mais selon Jinya, ce n'est pas si simple. D'après son expérience, un démon ne meurt vraiment que lorsqu'il se dissipe en une fumée blanche. Or, celui-ci est devenu une fumée noire. Ce qui signifie une chose, il reviendra. Le lendemain matin, Zenji remercie Jinya pour les avoir sauvés. Et puisque le démon va revenir, il lui demande s'il peut rester une nuit de plus. Jinya accepte volontiers, mais il a quelques questions à poser au sujet de Natsu. Depuis qu'il a entendu le démon dire « Rends-moi ma fille », il est intrigué. Il veut savoir s'il y a une histoire derrière tout ça. Zenji explique que les parents biologiques de Natsu faisaient partie de la famille élargie du maître de maison, mais qu'ils sont décédés il y a quelque temps. Depuis, le maître a recueilli Natsu et l'a élevée comme sa propre fille. Au cas où Jinya aurait des doutes, Zenji le rassure immédiatement, il est absolument impossible que Natsu soit l'enfant d'un démon. Si cela avait été le cas, jamais son maître ne l'aurait adopté. La femme de ce dernier a été tuée par des démons, et peu de temps après, son fils s'est enfui, et n'a plus jamais donné signe de vie. Depuis, le maître voue une haine viscérale aux démons, les tenant pour responsables de la perte de sa famille. Plus tard dans la soirée, Natsu dîne avec son père adoptif. Celui-ci lui demande si tout se passe bien avec son nouveau garde du corps. Natsu admet qu'au début elle était un peu méfiante envers Jinya, mais après l'avoir vu à l'œuvre, elle est convaincue qu'il est un vrai chasseur de démons. Elle lui demande alors pourquoi il a choisi Jinya en particulier. Son père lui explique qu'il y a eu récemment des rumeurs sur des démons rôdant autour de la région. En parallèle, circulait aussi une autre rumeur, celle d'un homme capable de terrasser n'importe quel démon d'un seul coup à condition d'être payé. Le père de Natsu a pris soin de vérifier personnellement ces rumeurs, et il a su tout de suite que Jinya était le meilleur choix pour veiller sur sa fille. Natsu est soulagée. Elle réalise alors que son père a vraiment pris au sérieux ses inquiétudes concernant le démon. Et pour elle, l'amour de son père est ce qui compte le plus. Depuis qu'il l'a adoptée, elle vit heureuse, mais elle reste tourmentée par les rumeurs et les médisances que les gens colportent à son sujet. Cette nuit-là, comme prévu, Zenji et Jinya montent la garde devant la chambre de Natsu. Soudain, celle-ci sort et demande à Jinya de lui dire son nom, car elle ne lui avait pas laissé le temps de se présenter la première fois. Comme son père semble beaucoup estimer cet homme, Natsu a décidé qu'elle allait lui faire confiance aussi. Jinya remarque à quel point elle est attachée à son père adoptif, Juho, mais il trouve cela tout à fait naturel. Il l'a recueilli et lui a offert un foyer, elle lui en est profondément reconnaissante. À ce moment-là, Jinya lui pose une question, il a entendu parler de la disparition du fils de Juho, et il aimerait en savoir plus. Mais dès qu'il évoque le sujet, Natsu crie qu'elle n'en sait rien. Le sujet semble très sensible, alors Jinya décide de ne pas insister pour ne pas la blesser. C'est alors que Natsu lui pose une étrange question, est-il possible qu'un démon et un humain puissent avoir un enfant ensemble? Jinya lui répond que oui. Troublé, Natsu commence à penser qu'elle pourrait vraiment être la fille du démon qui ne cesse de l'attaquer. Mais Jinya la rassure immédiatement, elle n'a aucun lien avec cette créature. Natsu lui demande comment il peut en être aussi sûr. Jinya lui explique alors qu'il connaît personnellement ce démon, il a un passé avec lui, et il sait pertinemment que ce démon ne peut pas être sa mère. Dans ce monde, il existe plusieurs façons pour un démon de naître. Il peut venir de l'union de deux démons, d'un démon et d'un humain, mais parfois, dans de rares cas, un démon peut naître de rien. Ces entités sont issues d'émotions puissantes, surtout négatives. Lorsque ces émotions s'accumulent chez une personne, elles peuvent parfois prendre une forme physique, comme celle d'un démon. Soudain, le démon réapparaît. Natsu panique. Mais Jinya s'avance calmement vers lui et lui demande de décliner son nom. Le démon, visiblement peu intelligent, ne comprend pas ce qu'il dit et se jette sur lui. Jinya le frappe au visage et le plaque au sol. Zenji, affolé, supplie Jinya de tuer le démon sur le champ. Mais Jinya répond que s'il le fait, la créature reviendra encore. Natsu demande pourquoi. Alors Jinya lui révèle la vérité, c'est elle qui a donné naissance à ce démon. Il s'est manifesté en réponse à son sentiment profond, cette idée que, si elle causait suffisamment de remous, son père porterait plus d'attention à elle. Natsu refuse d'abord de croire ce que Jinya lui dit, mais tout semble parfaitement logique.
Elle voulait tellement que son père la traite comme sa vraie fille, et soudainement, un monstre est apparu, comme pour exaucer ce souhait. Jinya lui explique que la seule façon de faire disparaître ce démon est de reprendre le contrôle de ses émotions. Mais Natsu est perdue. Comment faire? Jinya lui dit simplement, elle doit accepter ses sentiments et lui demander sincèrement d'éliminer le démon. Elle réfléchit un instant, tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est être aimée par Juzu comme sa propre fille. Mais elle avait l'impression qu'il ne l'aimait pas vraiment. C'est pourquoi elle en est venue à croire que si un démon l'attaquait, il ferait peut-être plus attention à elle. Et maintenant, ses émotions négatives ont pris forme sous ses yeux. Ce démon, c'est elle. Zenji intervient, il lui dit de ne pas penser ainsi. Oui, ce démon est né de ses émotions, mais ce n'est pas ça qui compte maintenant. Il sait que Juzu aime Natsu plus que tout au monde. Et elle l'aime tout autant. Ils sont juste nuls pour l'exprimer. Zenji lui promet qu'il sera toujours là pour l'aider à aller mieux. Consolée et motivée, Natsu décide de tourner la page. Elle regarde Jinya et lui dit de tuer le démon une bonne fois pour toutes. Aussitôt, Jinya dégaine son épée et tranche la créature en deux. Cette fois, le corps du démon se dissipe en une brume blanche. Jinya en est certain, il ne reviendra pas. Mais plus tard, dans la nuit, le corps du démon commence lentement à se reformer. Jinya s'en doutait. Si le démon venait uniquement des émotions de Natsu, il aurait disparu pour de bon. Ce retour signifie qu'une autre personne y a mêlé ses propres sentiments. Et Jinya ne voit qu'une seule possibilité, la femme décédée, c'est-à-dire la mère de la fille. Privée des émotions de Natsu, le démon lutte pour garder sa forme. Jinya n'a que de vagues souvenirs de sa mère. Mais il est triste que les choses aient tourné ainsi. Il sait qu'il doit maintenant mettre un terme à ses souffrances et l'aider à trouver la paix. Le lendemain matin, Jinya s'apprête à partir. Natsu et Zenji viennent le remercier, mais il leur dit que ce n'est pas nécessaire. Il a déjà été payé et c'était aussi sa façon à lui de faire amende honorable. Natsu ne comprend pas, alors Jinya explique, en grandissant, il a eu le temps de réfléchir à ses choix. Il croyait faire ce qu'il fallait en fuguant avec Suzune à l'époque, mais il n'a jamais pensé à ce que ça ferait à son père, ni à l'impact sur le monde autour de lui. Elle reste confuse, alors il lui dit simplement, apprécie la gentillesse de ton père. Il s'éloigne. Un peu plus tard, Juzu sort à son tour. Zenji lui demande pourquoi il n'est pas venu remercier Jinya. Mais Juzu répond qu'il n'en voyait pas l'utilité, il savait dès l'instant où Jinya est arrivé qu'il réussirait. Zenji s'interroge. Pourquoi autant de foi en un simple chasseur de démons? Juzu répond calmement, c'est normal pour un père de croire en son enfant. Les autres n'ont toujours pas compris que Jinya est le fils de Juzu et ce dernier n'a pas l'intention de leur dire. Avant de partir, Natsu demande à Juzu s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider. Il lui demande pourquoi. Elle explique que Jinya lui a dit qu'elle devait lui rendre sa gentillesse. Juzu sourit. Il est heureux de savoir que Jinya pense encore qu'il est quelqu'un de bien. Mais il dit à Natsu qu'elle n'a rien à lui rendre. La seule chose qu'un enfant peut faire pour rendre son parent heureux, c'est de vivre une vie longue et pleine de bonheur. Jinya s'est rendu dans un restaurant où le gérant était aussi le cuisinier. Sa fille, Ofu, travaillait avec lui, et il lui demanda d'apporter le plat à Jinya. Ofu s'exécuta et servit la nourriture. Par la suite, le père d'Ofu s'approcha de Jinya et lui dit qu'un tueur rôdait dans les rues, et il était très inquiet pour la sécurité de sa fille. Il espérait que l'empereur prenne les mesures nécessaires concernant ce problème. Jinya lui répondit qu'il devrait faire attention à ses paroles lorsqu'il parle de l'empereur. Le père d'Ofu acquiesça, mais expliqua qu'il ne voulait surtout pas perdre son restaurant, surtout qu'il en avait hérité il y a seulement 10 jours. Il mentionna qu'il l'avait acheté à bas prix à l'ancien propriétaire, ce qui ne surprit pas Jinya. Le père d'Ofu complimenta Jinya sur son goût raffiné, et lui dit que son établissement ressemblait à une ville fantôme, notant que Jinya était venu ici pendant 5 jours consécutifs. Ofu fit remarquer à son père que s'il continuait à parler ainsi, il risquait de perdre leur seul client. Son père la rassura en disant qu'il ne faisait que discuter. Il demanda ensuite l'avis de Jinya sur la nourriture. Jinya répondit que ce n'était pas mauvais, mais que la portion était vraiment petite. Le père d'Ofu reconnut la franchise de Jinya et lui dit qu'il était le meilleur chef de la ville à avoir préparé ce plat. Jinya lui demanda s'il y avait une raison à cela. Le père d'Ofu répondit que tout le monde a ses propres problèmes, et supposa que le passé de Jinya n'avait pas été simple. Jinya confirma que c'était effectivement le cas. Le père d'Ofu dit à Jinya qu'il pensait qu'il devait avoir pas mal d'argent. Jinya précisa qu'il travaillait justement pour en obtenir. Le père d'Ofu lui demanda alors quel était son métier. Jinya répondit qu'il était chasseur de démons, ce qui fit beaucoup rire le père d'Ofu. Il lui demanda ensuite s'il se rendait maintenant à Atlantis, ce que Jinya confirma. Alors que Jinya s'apprêtait à partir, le père d'Ofu lui rappela ce qu'il lui avait dit à propos du tueur. Selon les rumeurs, ce tueur ne se servait même pas de son épée, mais les victimes étaient retrouvées complètement mutilées. Le nombre de corps retrouvés était préoccupant, et de nombreuses personnes avaient disparu récemment, peut-être attaquées ou enlevées par ce tueur. Certaines personnes pensaient que des démons étaient responsables. Jinya demanda alors où se trouvait le tueur. Le père d'Ofu lui répondit que c'était dans la zone d'Edo.
Ofu s'approcha ensuite de Jinya et lui dit que ces tueurs et démons qui rôdaient étaient très effrayants, le suppliant d'être très prudent dans les rues à cause du danger ambiant. Jinya lui répondit qu'il était assez grand pour ne pas recevoir de leçons sur les sorties nocturnes. Ofu répliqua que faire semblant d'être dur ne faisait que prouver qu'il était encore un enfant. Plus tard, Jinya se rendit sur un pont, espérant voir le tueur ce jour-là, mais on n'obtient pas toujours ce qu'on souhaite. Il continua à avancer, mais entendit un cri et se précipita dans la direction du bruit. Il trouva alors plusieurs hommes morts. Il remarqua que ce n'étaient que des hommes alors qu'il avait entendu une femme crier. Juste après, le tueur l'attaqua et le blessa, tentant à nouveau de le frapper, mais Jinya para son coup. Le tueur réussit ensuite à le poignarder dans le dos et prit la fuite. Jinya lui dit que cette puissance était très intéressante, et qu'il espérait qu'il attaquerait encore. Il se prépara à l'affronter, libérant le pouvoir du démon en lui. Le tueur attaqua de nouveau, mais Jinya brisa son épée et tenta de contre-attaquer, sans succès. Jinya le poussa à recommencer. Le tueur lui dit d'attendre et se révéla. Jinya lui demanda son nom. Le tueur répondit qu'il s'appelait Mosuke. Jinya lui dit que son nom resterait gravé dans sa mémoire, à moins qu'il ne se prépare à mourir. Mosuke répondit qu'il n'avait aucune intention de se battre. Jinya trouva cela très drôle, ayant eu une impression totalement contraire. Mosuke expliqua qu'il pensait que Jinya était le tueur, car selon les rumeurs, le meurtrier était un démon. Il avait donc suivi une odeur démoniaque, qui l'avait mené jusqu'à Jinya. Mais puisque Jinya l'avait qualifié de tueur, il comprit qu'il y avait un malentendu. Jinya lui demanda pourquoi un démon chassait un tueur en série. Mosuke proposa qu'il parle ailleurs, à l'abri des regards. Ils se rendirent alors chez Mosuke, qui lui offrit un verre en précisant qu'il n'était pas empoisonné. Jinya répondit que même si c'était le cas, ça ne le tuerait pas. Mosuke expliqua que certains démons choisissaient d'avoir une apparence humaine pour vivre au milieu des humains. Et même s'ils ne mentent pas, ils savent très bien dissimuler la vérité. Il dit à Jinya qu'il vivait dans cette modeste maison. Jinya lui répondit que malgré tout, il était un démon particulier. Mosuke expliqua que son pouvoir s'appelait invisibilité, et qu'il était classé parmi les démons supérieurs, ayant vécu plus de 100 ans. Jinya lui répondit que cela ne changeait rien, car il restait faible. Mosuke admit que la classification des démons supérieurs dépendait plus de leur pouvoir que de leur force physique. Certains étaient plus lents et plus faibles que les démons inférieurs, et il se comptait parmi eux. Jinya lui demanda s'il n'était donc pas le tueur en série. Mosuke confirma que non, et Jinya affirma qu'il ne l'était pas non plus. Il lui assura qu'il allait le croire. Mosuke le remercia et lui demanda pourquoi il l'avait attaqué sans mot dire, s'il pensait qu'il était le tueur. Jinya dit qu'il avait effectivement entendu parler des disparitions et que le nombre de victimes ne correspondait pas à celui des disparus. Il avait entendu le cri d'une femme, mais n'avait trouvé aucun corps. Mosuke confirma que le tueur ne tuait que les hommes et kidnappait les femmes. Il le savait, car sa propre femme, Atsuo, une humaine douce qu'il avait acceptée telle qu'il était, avait disparu il y a environ un mois. Et 10 jours plus tard, il retrouva son corps près de la rivière. Atsuo était aimée de tous ceux qui la connaissaient. Elle ne méritait pas de mourir ainsi. Mosuke confia qu'il vivait comme un humain, non pas pour la société, mais uniquement pour sa femme. Pourtant, il ressentait une haine profonde envers le monstre qui avait fait ça et qui lui avait arraché la vie. Il voulait se venger et demanda à Jinya de ne pas s'en mêler. Jinya refusa. Tuer des démons faisait partie de son travail. Mosuke proposa alors qu'ils travaillent ensemble, chacun de leur côté, pour recueillir des informations. Il demanda à Jinya de le laisser mettre fin à cette affaire lui-même. Jinya lui demanda s'il cherchait vraiment la vengeance. Mosuke affirma qu'il n'y avait aucun doute. Jinya lui dit que peu importait que le tueur soit un démon ou un humain, il faudrait assumer le poids d'avoir ôté une vie. Il voulait savoir si Mosuke était prêt à cela. Mosuke répondit que les démons ne mentaient pas, même pas à eux-mêmes. Jinya accepta finalement qu'ils collaborent. Ensemble, ils commencèrent à interroger les villageois. Plus tard, ils se retrouvèrent, et Mosuke déclara que c'était encore une journée fatigante sans résultat. Il ne pouvait pas se reposer, il devait continuer. Jinya approuva. Ils se rendirent ensuite chez Mosuke. Celui-ci se mit à boire. Il demanda à Jinya pourquoi il traquait sa sœur. Ce dernier expliqua que c'était pour l'argent. Il y avait beaucoup de gens qui haïssaient les démons et voulaient les voir disparaître. Il déclara qu'il comptait bien profiter de cet argent pour les tuer. Jinya lui demanda si ça le dérangeait. Mosuke répondit qu'il n'avait pas l'impression que Jinya était du genre à tuer sans raison valable. Et puis, il ne pouvait pas se plaindre tout en profitant des boissons achetées avec cet argent. Il rit et ajouta que c'était l'une des raisons. Mosuke lui demanda quelle était l'autre. Jinya répondit qu'il voulait aussi devenir plus fort. Il s'était donné pour mission d'arrêter un démon en particulier. Mosuke demanda s'il voulait l'arrêter ou le tuer. Jinya expliqua qu'il avait été humain, mais qu'en voyant un démon tuer la femme qu'il aimait, il s'était transformé. Tuer les démons qui menaçaient les humains lui semblait naturel. Mosuke lui fit remarquer qu'il avait quand même laissé ce démon en vie. Jinya pensa à Suzune, lorsqu'elle s'était transformée, et reconnut qu'il ne savait pas encore quoi faire s'il la revoyait. Il avait besoin de beaucoup de force. Il avoua être un lâche.
Il demanda à Mosuke ce qu'il ferait après avoir vengé sa femme. Mosuke répondit qu'il ne ferait rien. Il disait avoir vécu en humain parce qu'il détestait la violence. Il ne voulait pas être traqué ni se battre contre ses semblables. Il voulait simplement une vie paisible, et il aurait aimé que sa femme soit là pour la partager. Une fois vengé, il vivrait seul et s'occuperait de la tombe de sa femme. Jinya se rappela que Mosuke lui avait dit qu'il n'agissait jamais sans raison, mais constata qu'en vérité, il était lui aussi consumé par la haine. Une haine aveugle, comme celle qu'il portait envers sa propre sœur. Plus tard, Jinya alla manger au restaurant. Ofu l'accueillit et lui demanda s'il avait trouvé le tueur. Jinya répondit qu'il n'avait jamais dit qu'il le cherchait. Ofu lui rappela que son travail était de tuer des démons, donc suivre les rumeurs d'un meurtrier en faisait forcément partie. Jinya lui avoua que les choses ne se passaient pas bien. Le père d'Ofu intervint. Il comprenait que ce soit difficile aussi pour Jinya. Gagner sa vie était une vraie galère. Jinya répondit que le restaurant devait avoir des files d'attente rien que grâce à une serveuse comme Ofu. Le père demanda s'il trouvait qu'Ofu avait du charme. Jinya répondit que oui, à 8 sur 10. Le père d'Ofu se réjouit, trouvant que Jinya avait bon goût. Ofu demanda à son père ce qu'était cette histoire. Il répondit qu'il était heureux qu'elle n'ait jamais été dans une relation sérieuse. Ofu admit que c'était vrai, mais demanda à son père de ne pas mettre Jinya dans l'embarras. Il répondit qu'il essayait juste d'aider. Ofu dit qu'elle comptait déménager un jour, mais qu'en attendant, elle voulait rester une fille aimante. Le père accepta. Ofu s'excusa auprès de Jinya. Celui-ci lui dit qu'il n'y avait pas de souci, et que son père était un homme très gentil. Ofu répondit qu'il était sa fierté. Jinya demanda si son père n'était pas comme ça. Ofu baissa les yeux et s'excusa d'avoir posé la question. Jinya expliqua qu'il avait une petite sœur, Suzune, que leur père traitait très mal. Il la frappait et répétait qu'elle ne faisait pas partie de la famille. Alors, il avait pris sa sœur et avait fui la maison. C'était il y a longtemps. Ofu lui demanda s'il détestait son père. Jinya répondit que non. Il comprenait pourquoi il avait agi ainsi, même si les choses n'avaient pas tourné comme il l'espérait. Plus tard, sur un pont, Mosuke demanda à Jinya s'il avait trouvé quelque chose. Jinya répondit que non. Mosuke déclara que c'était encore une recherche inutile. Jinya se mit en marche et Mosuke le suivit. Il rappela qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement ou d'attaque récemment, donc aucune nouvelle information. Mosuke s'arrêta et demanda à Jinya de regarder au loin. Jinya reconnut Ofu. Mosuke demanda s'il la connaissait. Jinya dit que c'était la fille du propriétaire du restaurant où il allait. Mosuke jugea que ce n'était pas bon pour elle d'être seule dehors. Jinya annonça qu'il allait la rejoindre et s'approcha. Ofu leva les yeux vers lui et dit que la lune était belle ce soir. Elle lui demanda s'il était seul. Jinya répondit qu'il était avec un ami, mais en se retournant, il ne vit plus Mosuke. Il avait disparu. Mosuke lui fit savoir qu'il ne s'était pas montré à elle. Il conseilla à Jinya de ne pas hésiter à la raccompagner. Il ne voulait pas qu'elle devienne une victime du tueur. Ofu demanda si quelque chose n'allait pas. Jinya répondit que tout allait bien, puis lui demanda pourquoi elle était là. Ofu expliqua qu'elle admirait les fleurs. Elle décrivit leur beauté et leur rareté, disant qu'elles fleurissaient en hiver et étaient parmi les plus belles. Jinya admit qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi joli. Ofu lui dit qu'elle les tenait précieusement et les admirait à cause de leur forme magnifique. Elles fleurissaient au printemps. Jinya lui demanda de rentrer chez elle, pour ne pas inquiéter son père. Elle accepta et le remercia. En chemin, Ofu fit remarquer que la meilleure chose que Jinya pouvait faire pour le moment, c'était de prendre un peu de temps pour lui. Il semblait bien trop dur envers lui-même. Jinya acquiesça, bien qu'il restât convaincu que ce fardeau était le sien à porter, un poids qu'il supportait depuis toujours. Pourtant, même s'il comprenait le point de vue de son ami, la jeune femme pensait que la vie serait bien trop triste si l'on ne pouvait jamais se reposer. Le problème, c'est que Jinya ne voyait rien d'autre dans la vie que sa mission, même s'il ne le disait pas ouvertement. Il s'excusa auprès d'Ofu, et confessa qu'il n'était pas capable de suivre son conseil. À un moment, Ofu s'arrêta pour admirer quelques fleurs de daphné d'hiver, une plante qui stocke ses nutriments en automne et fleurit au printemps, après l'hiver. Jinya apprécia le parfum de la plante pendant que la jeune femme partageait que le daphné symbolise l'arrivée du printemps. À proximité, poussaient aussi des herbes de Pittosporum, que Jinya reconnut immédiatement, c'était un bon remède lorsqu'il était préparé en soupe, une médecine courante dans le village de Kadono où il avait grandi. D'après lui, une amie d'enfance en buvait souvent, car elle était le genre d'enfant à se gaver de sucreries desquelles on avait l'occasion, avant de prendre cette soupe pour réparer sa bêtise. Ofu plaisanta en disant qu'elle devait être une personne extraordinaire. Jinya ajouta qu'il la laissait toujours le guider dans la vie. C'est alors qu'Ofu comprit que ce soi-disant but unique n'était peut-être pas aussi vrai qu'il le prétendait. Elle voyait bien que cet homme aimait les soba, appréciait la beauté des fleurs, et chérissait des souvenirs très précieux. Mais aujourd'hui, il était tellement concentré sur l'accomplissement de son devoir qu'il avait perdu de vue tout ce qui l'entourait. C'est pour cela qu'elle lui avait conseillé de se détendre de temps en temps. Après tout, les fleurs éclosent partout. Jinya ne s'en était tout simplement pas rendu compte, mais s'il ouvrait les yeux, il pourrait peut-être remarquer les signes que la vie lui envoyait. Quand ils arrivèrent chez Ofu,
Jinya remarqua que la lumière était allumée et imaginait que le père de la jeune fille devait être réveillé, l'attendant avec inquiétude. Elle admit que son père pouvait être surprotecteur, mais Jinya comprenait, les parents étaient toujours comme ça. Si tel était le cas, la jeune femme se demanda pourquoi le jeune homme s'était montré aussi inquiet pour elle. Mais ce n'était pas une question à laquelle elle s'attendait à avoir une réponse. Les deux se quittèrent avec le sourire, et Jinya invita Ofu à lui apprendre d'autres noms de fleurs un jour ensoleillé. Après le départ de la jeune femme, Mosuke apparut et déclara qu'elle était vraiment une personne exceptionnelle. Jinya allait protester, lui reprochant d'avoir espionné leur conversation, mais Mosuke insista, il fallait continuer à enquêter sur le tueur. Plus tard, durant sa veille, Jinya aperçut un homme ivre qui titubait sur un pont, en pleine nuit. Juste derrière lui, une femme traversa également le pont et rougit en croisant le regard de Jinya. Mais ce moment chaleureux fut brusquement interrompu, l'homme ivre fut soudain tué par une force maléfique dissimulée. À partir de là, la nature occulte de la créature disparut, elle révéla sa forme démoniaque sans la moindre gêne, baignée par la lumière de la lune. Jinya fut immédiatement attaqué. Il parvint à frapper l'armure de la bête pour se défendre, mais sa peau était aussi dure que du béton. La jeune femme, paniquée, essayait de comprendre ce qui se passait, pendant que Jinya lui ordonnait de ne pas bouger, à moins de ne pas tenir à sa vie. Lors d'une attaque suivante, Jinya esquiva et frappa les crocs du monstre, mais sans plus d'effet. Pire encore, le coup projeta Jinya loin de la jeune femme, la laissant vulnérable. Et en effet, elle fut attaquée. Mais Mosuke utilisa son invisibilité pour la pousser hors de portée et la sauver in extremis. Jinya repartit à l'attaque et réussit à porter plusieurs coups. Pourtant, même le célèbre sabre Yara ne semblait pas capable de percer l'armure naturelle de la créature. Après cette brève série d'attaques, le démon s'envola soudainement, comme s'il montait des escaliers invisibles dans le ciel. Malgré la puissance indéniable du monstre, Mosuke croyait qu'il pourrait retrouver son repère. Jinya lui demanda de ne pas se précipiter, mais Mosuke lui répondit que ce n'était pas encore son heure, et lui demanda de s'occuper de la jeune femme pendant qu'il partait seul à la chasse aux sorcières. Jinya entendit alors la jeune femme dire qu'elle ne pouvait pas se relever seule, alors il lui tendit la main. Une fois debout, elle confia que le froid de son épaule lui avait rappelé des souvenirs. Elle s'étonna ensuite que le sabreur ne se souvienne pas d'elle. C'est alors que Jinya la regarda de plus près et réalisa qu'il se tenait devant Natsu. Visiblement, les 3 années qui s'étaient écoulées depuis leur dernière rencontre avaient transformé son apparence au point qu'elle en était méconnaissable. En revanche, Natsu lui dit qu'il n'avait pas changé, ce à quoi il répondit que c'était naturel, il ne vieillissait pas beaucoup. Il lui demanda si elle avait l'habitude de se promener à cette heure-là, et elle répondit que non, qu'elle rentrait juste après avoir fait une livraison pour un client. Touché par son sens des responsabilités, Jinya remarqua qu'elle avait beaucoup mûri, et que son sourire était plus naturel qu'avant. Natsu rougit et le remercia pour le compliment. Puis elle se rappela que, de toute façon, elle ne pouvait pas rester une enfant éternellement. Soudain, un homme surgit de l'obscurité et lança, à moitié moqueur, que la jeune fille était toujours le même garçon manqué qu'avant, ce qui la fit sursauter. Puis l'homme se révéla et Jinya sourit en reconnaissant Zenji après tout ce temps. Un peu plus tard, il mentionna que Natsu avait été attaqué par le démon. Zenji perdit son calme et protégea la jeune fille, exigeant que les gardes soient appelés, tandis que Jinya expliquait qu'il poursuivait l'assassin depuis un certain temps, et que son attaque était probablement une simple coïncidence. Quoi qu'il en soit, si Natsu avait besoin d'aide, elle devait chercher Jinya au restaurant. S'il était sollicité, le chasseur de démons facturerait moins cher que la dernière fois. Sur ces mots, Jinya partit, mais Zenji interrompit son départ pour lui conseiller de se rendre dans la ville-temple, où se trouvait un temple abandonné depuis la mort de son prêtre en chef, il y a de nombreuses années. On disait qu'on y entendait la voix d'une femme chaque nuit. Le temple portait le nom de Mizuo, et les rumeurs affirmaient qu'un démon y résidait. Pendant ce temps, Mosuke poursuivait la bête en fuite, croyant avoir perdu toute chance de la rattraper, jusqu'à ce qu'un cri de femme se fasse entendre. Il vit le démon bondir de toit en toit, transportant sa victime dans ses griffes. Instantanément, il fut replongé dans le traumatisme de la découverte du corps de sa femme, tuée par cette bête insatiable. La haine qui coulait dans les veines du démon mineur prit le dessus, et il courut, katana en main, jusqu'au temple Mizuo, qu'il pénétra sous sa cape d'invisibilité. À l'intérieur, le démon dévorait sa victime, confirmant les craintes de Mosuke, cette créature avait bel et bien tué sa femme. Il prévoyait de partir et de revenir avec Jinya, mais la scène grotesque de la femme déchiquetée fut si marquante que son esprit fut submergé par une envie irrésistible d'attaquer le démon de toutes ses forces. Cette témérité lui coûta cher, la bête le frappa de plein fouet avec ses crocs acérés. À partir de cet instant, Mosuke ressentit la gravité de sa blessure et se demanda s'il allait mourir là, avec la haine toujours brûlante en lui. Après avoir consommé la tête de la femme, le démon passa près de lui, comme s'il allait simplement mourir dans quelques minutes, sans possibilité de riposte. En voyant cela, Mosuke sourit et se traita d'inutile. Un peu plus tard, Jinya arriva au temple abandonné et vit son ami, à quelques secondes de la mort. En deuil de son état,
Mosuke lui demanda une dernière faveur, il lui tendit une dague forgée à Kadono, réputée pour pouvoir tuer les démons. Avec cette arme, Jinya devait venger la femme de Mosuke. Le sabreur promit de le faire sans hésitation, mais en échange, il demanda à recevoir les pouvoirs de son ami. Honorant cette demande, Mosuke lui transféra sa force. Jinya utilisa alors son bras démoniaque pour puiser dans le subconscient tourmenté de son ami. Malgré la douleur, des images d'amour et d'affection pour sa femme complétaient ce tableau, dépeignant une relation improbable entre un humain et un démon. Le jour où elle découvrit la véritable identité de son mari, elle réagit comme si ce n'était rien d'important. Car celui dont elle était tombée amoureuse n'était ni humain ni démon, mais Mosuke. Après avoir vu son ami se dissiper dans l'air comme de la poussière, Jinya scella la promesse avec ces mots, « Ton vœu est gravé dans mon cœur ». Pendant ce temps, le démon réfléchissait à sa condition. Depuis qu'il avait acquis la conscience, le démon se sentait né pour anéantir les hommes de ce monde. Depuis lors, il cherchait à assouvir sa faim, bien qu'il ignorât pourquoi ou pour qui. Quoi qu'il en soit, le démon devait bientôt retourner quelque part, bien qu'il ne sache pas où. Mais parmi tout ce qu'il ignorait, une chose lui était certaine, il ne pouvait pas retourner dans son état actuel. Quelques heures plus tôt, la bête avait capturé une femme nommée Yunagi en ville, et devait finir de se nourrir d'elle, car son corps démoniaque l'exigeait, à chaque instant, il voulait consommer davantage. À en juger par ses vêtements voyants, elle était probablement une courtisane. À un moment donné, cette personne s'appelait Yunagi, mais cela n'avait plus d'importance. Le démon devait retourner là-bas, et vite. La raison de cette urgence lui échappait, mais elle était pressante. À ce moment-là, une voix humaine perça l'air, exprimant son incrédulité face au fait que le démon ait osé revenir à sa cachette. Puis, une silhouette invisible surgit et arracha l'un des bras du monstre d'un coup implacable. Selon Jinya, cette créature n'avait pas seulement l'apparence d'une bête, elle pensait comme une bête. Furieux, le démon tenta de localiser son ennemi par tous les moyens et attaqua son environnement de manière maladroite, manquant de peu de faire s'effondrer le temple. De son côté, esquivant chaque assaut aveugle, Jinya réalisa qu'il n'était pas le seul ennemi de cette bête aujourd'hui. Il laissa alors son bras démoniaque se transformer, et déclara que l'invisibilité mettrait fin à cette créature. En un instant, le démon crut que son adversaire se nourrissait également d'humains. Puis, comme s'il ne s'agissait que d'un jeu d'enfant, Jinya décapita son ennemi, dont la tête, toujours vivante, s'agitait sur le sol comme un poisson hors de l'eau. S'approchant de la tête, Jinya exigea que la vérité soit révélée. Depuis qu'il avait entendu parler de l'affaire, Jinya avait compris que dans cet incident du démon, le nombre de victimes et de disparus ne correspondait pas. Il semblait que le monstre tuait les hommes immédiatement, puis emmenait les femmes dans ce temple pour les dévorer, ce qui expliquait pourquoi les chiffres ne correspondaient pas. Mais quelque chose clochait, la femme de Mosuke avait été retrouvée avec son corps intact. Si le monstre devant lui était bien l'ennemi que Mosuke cherchait depuis toujours, alors pourquoi son épouse avait-elle été retrouvée ainsi? Qui était vraiment ce démon? Un corps, répondit la bête. Plus tôt, le démon avait accusé Jinya de se nourrir lui aussi de corps, et Jinya admit que c'était vrai, mais pas de femmes humaines, plutôt de démons avides. Par ailleurs, Jinya ne se gêna pas pour saisir la tête de la créature et avouer qu'il adorerait posséder son pouvoir. En l'analysant plus attentivement, il remarqua qu'elle possédait la capacité Aranka, qui offrait un énorme gain de vitesse pendant un court instant. En activant cette technique, Jinya pouvait se déplacer dans les airs comme s'il marchait dessus. Ainsi, il comprit la puissance du monstre, mais pas son cœur. À la recherche de ce dernier, Jinya pénétra dans l'intériorité de la bête et y vit une fille maltraitée, jetée dans une rivière. Alors qu'elle coulait, elle ne pensait qu'à revenir et trouver un corps. À chaque seconde qui passait, son désir devenait plus pressant. Elle devait revenir auprès de cette personne. Jinya demanda alors qui était ce démon, et la bête répondit, Atsuo. Elle avait dit à Mosuke qu'elle reviendrait. Elle avait promis de revenir. Finalement, Jinya posa doucement la tête du monstre au sol et comprit que tout ce qu'Atsuo voulait, c'était rentrer chez elle. Le lendemain matin, Jinya s'en alla. Dans son restaurant préféré, le propriétaire mentionna à sa fille qu'il n'avait pas vu Jinya récemment, et pensait qu'il avait arrêté de venir après la blague sur le mariage avec Ofu. En réalité, Ofu avait rencontré Jinya le jour où elle s'était rendue chez Asakusa, et il lui avait dit qu'il reviendrait manger tranquillement à son restaurant une fois son travail terminé. En parlant de cela, son père avait entendu dire que l'affaire du démon avait enfin été résolue, ce qui signifiait que Jinya devait en avoir eu assez de cette affaire. Mais sa fille se rappela quelque chose que le sabreur avait dit, les démons n'avaient pas encore été exterminés. Ce soir-là, deux hommes marchaient dans la rue, cherchant une victime plus jeune cette fois, car les choses s'étaient calmées dans le coin. De préférence, une femme mariée, car c'était plus exaltant quand elle hurlait le nom de leur mari en se débattant jusqu'au bout. Ils se remémorèrent la dernière fille criant « Mosuke », et cela suffisait à les faire rire aux éclats. À ce moment-là, Jinya apparut sans un mot. Il décapita le premier homme et transperça la poitrine du second. Cela fait, il annonça à Mosuke que son vœu avait enfin été exaucé avec succès.